va regarder mon compte Instagram ensemble. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce que je pourrais mieux faire? Analyse et détruis-moi, s'il te plaît. C'était toujours mon rêve de faire ça. La communication, finalement, c'est la répétition. Mes musiques que je mets, c'est toujours les mêmes. Selon la situation, je fais une vente, c'est une musique. Le matin, c'est une musique. Je parle d'une offre, c'est une musique. Quand je parle de mon événement Festa Solaire, c'est une musique. Oh waouh! Larissa Lorenzoni. Elle envahit Instagram ces dernières années avec son branding violet et solaire. C'est une experte absolue en marketing sur les réseaux sociaux et elle aide des centaines d'entrepreneuses à se développer et à vendre grâce à la création de contenu. Ça ne sert à rien d'être quelqu'un de généreux si tu ne montres pas ça aux gens et que tu ne l'affirmes pas, et parce que tu peux l'être. Mais si tu n'as pas cette image ou si tu l'incarnes pas assez, les gens vont pas le croire. Et en fait, il faut l'être et faire croire aux gens. C'est quoi, selon toi, du coup, en regardant mon compte, les 3 trucs les plus importants que je pourrais faire? On quitte ce studio. La recommandation principale. Larissa, quand on suit ton contenu sur les réseaux sociaux et qu'on voit ta personnalité, ce que tu racontes, etc., je pense qu'un des premiers mots qui vient aux gens, c'est le mot solaire. Et d'ailleurs, il y a un événement que tu fais chaque année pour l'anniversaire de ta boîte qui s'appelle la Festa Solaire. Mais je pense que toi et moi, on sait très bien que ce qu'on voit sur les réseaux et ce qu'on monte sur les réseaux, c'est une toute petite partie de la réalité. Qu'est-ce que les gens ne voient pas de toi? C'est trop intéressant. Du coup, on avait fait Communication Authentique il y a 1 an à peu près. Oui. Et il y a une phrase que Dani m'a dit, qui m'a trop marquée jusqu'à aujourd'hui, c'est j'aime beaucoup ton soleil, mais j'aime tout autant tes nuages. Et j'ai trouvé ça super beau, et c'est vrai qu'il y a plein de moments où je suis pas du tout bien. Et il m'arrive trop de galères. En off, oui, Larissa m'a raconté beaucoup de galères pour être aujourd'hui ici, du coup. Et mais je pense que c'est vrai, j'essaye de les montrer quand même, mais je suis quelqu'un de très résiliente, je dirais. Et même quand il m'arrive des merdes, et du coup, en fait, je prends toujours du côté positif. Et c'est vrai que je sais pas si je pense que tout ce que j'ai déjà vécu avant font qu'aujourd'hui je me dis de toute façon rien n'est grave. Et j'ai vraiment ce côté résilience plus, et c'est pour ça peut-être que les gens voient beaucoup le côté solaire, même si des fois j'ai des nuages, mais ça passe très vite. Parce que je me dis toujours, il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose à faire, et je le prends souvent de la bonne manière. Qu'est-ce qu'il faut que les gens sachent de toi alors pour comprendre qui tu es vraiment au-delà de ce côté solaire? Parce que tu as parlé d'événements de ta vie marquants, là, du coup, en disant des choses qui ont construit ta résilience. Du coup, déjà, je suis brésilienne. Et je pense que je viens d'un pays que les gens, ils ont une image, justement, tout comme moi. C'est un pays trop solaire, mais quand on arrive dedans, il y a beaucoup de nuances, beaucoup de gris, beaucoup de nuages. Il y a beaucoup de pauvreté au Brésil, beaucoup d'inégalités. C'est un pays très machiste. Et c'est trop marrant parce que d'un côté, en France, je trouve que c'est très... comment dire? Ici, les gens, ils sont ouverts d'esprit, mais il y a beaucoup de critiques. Donc, la place de la femme, on peut pas s'habiller d'une telle manière, on peut pas se porter d'une telle manière. Il y a plein de choses qu'on peut pas faire de peur d'être critiquée. Au Brésil, la femme peut tout faire. Par contre, elle est pas indépendante. Elle est très dépendante du mari, il faut toujours qu'elle soit à la maison. Enfin, on dirait il y a quelques années, quoi. Quand tu dis elle peut tout faire, du coup, ça veut dire s'habiller comme elle veut. S'habiller comme elle veut, parler comme elle veut, être partout comme elle veut, se maquiller. Enfin, vraiment avoir une présence et prendre soin d'elle, je dirais, sans que les gens sans que les gens fassent des remarques. Ici, je trouve que dès qu'on fait quelque chose, où on s'habille un peu différemment, on met un talon, on met je sais pas quoi. Non, on est taché étiquette salope ou voilà. Et ça, au Brésil, il n'y a pas. Par contre, ici, toutes les femmes, du moins une bonne majorité, sont libres
de leur temps, de leur travail, de leur choix. Au Brésil, pas encore. Et du coup, il y a vraiment ce côté rester à la maison, tu travailles pas, c'est toi la maman, ou tu dépends de l'argent de ton mari pour vivre, donc tu peux pas prendre toutes tes décisions. Donc ça, il y a beaucoup. Et moi, j'ai vécu... mes parents sont séparés quand j'étais très petite. Et moi, j'ai vu ma mère devoir tout faire. Et je me suis toujours promis, moi, j'aurai des enfants que le jour où je serai capable de les élever seule. Même si j'ai quelqu'un dans ma vie, il faut que je sois capable de les avoir toutes seules et avoir assez d'argent pour leur payer ce qu'ils veulent. Et je pense que ça a créé en moi ce côté indépendante. Je prenais depuis toujours des décisions pour être là et ne pas dépendre de qui que ce soit. Donc je suis assez indépendante, mais des fois je pense que c'est négatif aussi. Oui, il y a le risque de trop d'indépendance trop de... fierté, du coup c'est non, j'ai pas besoin de toi, et du coup je me ferme un petit peu aussi. Les gens, ça c'est une chose que les gens voient pas trop de moi. Ils pensent que je suis très extravertie et que je parle à tout le monde. Et c'est vrai, je parle à beaucoup de gens et tout ça, mais je suis très solitaire. Et j'aime bien être toute seule, faire les choses seule. J'ai beaucoup... Enfin, oui, comment dire ? Je pense que c'est une protection, d'un côté, mais du coup, pour que les gens fassent vraiment partie de ma vie, il faut beaucoup de temps. Je me ferme direct. Dès que je vois qu'il y a trop de proximité qui arrive, et du coup, inconsciemment, je prends mes distances. Et du coup, je viens de ce côté, je suis toute seule. Et je pense que du coup, c'est inconscient et que ça vient de cette idée que j'ai pas besoin des autres. Trop intéressant. Comment tu fais pour trouver l'équilibre, du coup, où ton business repose sur la proximité avec des gens via Internet qui te connaissent sans que tu les connaisses vraiment. Tu vois, il y a ce déséquilibre dans la plupart des relations qu'on peut construire quand on est dans une posture comme la tienne. Comment tu fais pour trouver cet équilibre où les gens ont envie d'être plus proches de Larissa, j'imagine, et où toi, tu as besoin de te protéger? C'est hyper difficile parce que, en fait, avec mes clientes, même avec mes abonnés, j'ai trop l'envie qu'elles soient comme des amies. Du coup, il y a cette proximité, on se parle normalement, je les vois, j'essaie d'organiser de temps en temps, j'organise des petits apéros, etc. J'adore, mais je pense que ça reste un cadre. Et du coup, j'ai personne de l'écosystème entrepreneurial ou Instagram qui est vraiment ami très très proche. Après, ça fait 3 ans que je suis lancée, donc c'est pas non plus beaucoup, mais quand même, je pense que je pourrais, mais que du coup, peut-être que je bloque, ou peut-être que les circonstances fait aussi que, comme on est en ligne, c'est plus compliqué, mais peut-être que je mets aussi des barrières, je sais même pas en fait. Mais j'essaie d'être proche, mais pas non plus au point de te raconter toute ma vie ou t'appeler de temps en temps ou des choses comme ça, quoi. Ouais. Ce que je trouve, c'est un truc qui est très délicat à trouver l'équilibre. Surtout qu'il y a des éléments là-dedans qui peuvent être des biais dans la manière de développer ses relations. Parce que plus ces relations sont proches, plus il y a aussi ce truc de les gens, ils veulent passer du temps avec moi, donc ils vont acheter mes produits. Et tu vois, genre la relation devient presque parfois fausse. Et je l'ai vu, malheureusement, dans des parties de notre écosystème où des personnes savent ça et donc jouent sur créer la relation, le semblant d'amitié, entre guillemets, comme un levier de vente supplémentaire. Ah oui. Et tu vois, c'est hyper difficile, je trouve, pour des personnes comme nous, où forcément on crée beaucoup de contenu, on développe des communautés et des relations sur Internet, et que ça a une influence sur le développement de nos entreprises, tu vois. Je me suis déjà posé cette question quelquefois, d'avoir l'impression que les gens se rapprochaient de moi pour en tirer quelque chose. Mais à chaque fois, je me dis plutôt, non Larissa, c'est ton cerveau qui te fait des idées. C'est juste parce que t'es trop fermé et que du coup, tu laisses pas les gens t'approcher. Donc en fait, je prends toujours la pensée arrive et après je me dis non, c'est moi le problème. Donc je sais pas si j'ai déjà eu ça pour de vrai. Mais je trouve que c'est compliqué. En tout cas,
rien que le fait d'avoir l'idée en tête qui te vient, je trouve que c'est bizarre. Là, c'est déjà un peu... C'est pas que c'est, je dirais pas malsain, mais c'est vrai qu'en fait, c'est difficile de trouver vraiment où est l'authenticité dans tout ce qu'on fait. Et du coup, de réfléchir, des fois, je culpabilise, de me dire, ne pense pas à ça, c'est horrible de dire ça. Ouais. Puis après, je me dis, mais quand même. Et c'est vrai qu'il y a toujours un peut-être. Mais c'est peut-être pour ça que du coup, j'essaie de toujours mettre la faute sur moi, parce que je me dis, bon, ne pense pas ça des gens quand même. Bah, tu as mentionné tout à l'heure le séminaire communication authentique du programme SURF, où justement il y a un point sur la CNV, et ce côté, dans la CNV, on a souvent la tendance à être un chacal envers soi ou un chacal envers les autres. Donc pour les gens qui ne sont pas initiés au vocabulaire CNV avec le chacal, c'est en gros dans certaines situations relationnelles, quand il y a de la tension, certaines personnes vont avoir tendance à rejeter la faute sur elles. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu décris pour toi, de dire « Oh mon Dieu, je ne devrais pas avoir cette pensée, nanana ». Et d'autres vont avoir la tendance de rejeter la faute sur l'autre. Ouais. Et moi, je suis comme toi. Souvent, dans ces moments-là, j'intériorise le fait que c'est moi le problème. Ouais, je pense que c'est peut-être plus simple. Mais je ne dirais pas que c'est, du coup, bon, c'est peut-être négatif aussi pour nous, même. Tu as parlé d'authenticité, là aussi, et je trouve que c'est un vrai enjeu par rapport à communiquer sur Internet, qui ressort beaucoup dans les injonctions autour de ce qu'on devrait faire quand on publie du contenu, par exemple. Et tu as dit, c'est dur, qu'est-ce que c'est l'authenticité ? Est-ce que c'est tout montrer ? Est-ce que... Ouais. Déjà, je trouve que le mot, je l'ai utilisé, mais je trouve qu'il perd trop de sens. Et que je trouve il y a plein de gens qui, en fait, n'y croient pas. Quand on dit on est authentique, en fait, tout le monde tellement le dit que finalement, c'est quoi être authentique ? C'est quoi la vérité là-dedans ? Mais c'est quand même... Enfin, c'est primordial que d'être soi-même. Et je trouve que quand on communique sur les réseaux sociaux, c'est de là finalement que tout naît. Ta communauté, du coup le fait de faire des ventes, d'avoir des clientes, la confiance se crée, le lien avec les personnes se crée. Donc il y a vraiment cette idée d'être authentique est important. Tout le monde dit qu'il l'est. Et être authentique, il y a le peu de personnes qui le sont vraiment. Et je trouve que du coup il y a plein de gens qui se font avoir et en fait se bloquent pour faire confiance à d'autres gens qui peut-être pourraient les aider du coup. Ouais, c'est un vrai enjeu, je trouve, dans notre écosystème, la confiance et la perte de confiance. Et tu vois, je pense que je rejoins une conversation qui peut être hyper intéressante avec ton point de vue, qui est l'enjeu entre authenticité et stratégie. Quelque chose sur lequel tu travailles beaucoup avec tes clientes, c'est qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce qui est stratégique, dans quel ordre est-ce que j'amène les informations, avec cet équilibre entre des contenus de visibilité, de confiance, nanana. Et tu vois, c'est une équation pas facile. Qu'est-ce qui est purement juste être sincère et authentique et fuck la stratégie, tu vois. Et qu'est-ce qui est tellement stratégique que l'authenticité devient une arme au service des ventes, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Moi, je dirais que sur Instagram, je suis très authentique, stratégique. Justement, tout ce que je mets en place, c'est construit. Après, forcément, en fait, quand on dit être stratégique, c'est aussi parce que ça fait partie de moi et que du coup, je choisis de mettre en avant certaines parts de moi que d'autres. Et il y a plein de gens à qui ça choque quand je dis le violet, c'est pas ma couleur préférée. Elle est habillée en violet pour les gens qui nous écoutent et qui ne regardent pas la vidéo. Larissa est évidemment en violet. Toujours en violet, mais c'est pas ma couleur préférée. Je ne danse pas tous les matins. Enfin, quand même, si, pour le boulot, mais il y a des matins où je ne fais pas et du coup, je poste pas. Il y a je bois beaucoup de vin. Mais du coup, quand je monte sur Instagram, c'est plutôt quand je bois des bières. Ah, c'est drôle. Parce que j'ai fait un moment du yoga, je l'ai jamais dit sur Instagram. Parce que le yoga, c'est très centré, c'est très le calme, etc. Moi, je me montre en train de danser. Du coup, selon ce que je fais dans ma vie, du coup, je vais montrer certaines parts qui vont renforcer mon image solaire, bonne humeur, etc. Cette idée de être avec les gens, de partager des bons moments, que les moments où je suis plus, le côté un peu seul et tout ça. Je le montre un tout petit peu, je dirais,
parfois je le dis, mais c'est vrai que 90% de ma communication est tournée vers cette part de moi plus solaire, du coup. Et tout est bien calculé. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent, que ça peut choquer ce discours. Qui se disent, attends, mais ça veut dire que si tout est calculé, à quel point est-ce que c'est vrai ? Tu vois ce que je veux dire ? Carrément. Genre, il y a cette opposition qui peut se créer entre sincérité, authenticité et stratégie, calcul. Est-ce qu'on peut marier les deux ou pas ? Enfin, tu vois, je suis curieux de ton avis là-dessus. L'année dernière, du coup, il y a eu le Bichot de Aline, de Aline, et Geneviève Gauvin, du coup, était là et elle a fait une masterclass autour de ce sujet et j'ai trouvé super intéressant parce que justement, elle parle plutôt d'avoir une béquille et avoir un alter ego. Moi, j'ai toujours eu ça. C'est moi, la Larissa d'Instagram, et il y a la Larissa de tous les jours. Et du coup, en fait, c'est comme s'il y avait juste... C'est moi, dans tout... Je suis vraie dans les deux cas, sauf que du coup, une a une certaine personnalité que j'exagère, et l'autre, du coup, je la montre un peu moins. Et je dirais pas que c'est mentir, mais c'est plutôt, en fait, pouvoir s'assumer, je dirais même. C'est que les gens, ils se mettent trop de barrières. Moi, la première, quand j'ai commencé, j'avais honte de tout. Je déteste ma voix. J'aime pas mon accent non plus. Je manquais beaucoup de confiance. Et du coup, dans ma tête, je me disais, fais genre, ce n'est pas toi. Et limite, construis-toi un petit personnage, mais qui finalement, c'est moi quand même. Sauf que j'avais peur de le montrer. C'est les parts de toi que t'as pas osé... Que j'avais... Ouais, voilà. En fait, c'est exactement le mot. J'avais pas assez d'audace pour me montrer de cette manière. Surtout que j'ai grandi avec ma famille qui m'a vu d'une manière, mes amis m'ont vu d'une autre manière. Comment maintenant me faire voir d'une autre manière sur les réseaux? Ils vont trouver ça bizarre, ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle fout, ils vont rigoler, ils vont se moquer. Et du coup, je me retenais. Je me disais, non, je peux pas me montrer de cette manière. Mais au fond, je l'étais quand même. Oui, c'est des choses que tu dis, ça fait partie de moi, mais qu'il n'y a jamais eu la place de les faire rayonner. Voilà. Et là, tu t'offres une place spécifique pour faire rayonner ces parts-là spécifiquement, quoi. Je dirais, par exemple, l'entrepreneuriat en lui-même. Quand je me suis lancée, mes parents, je me souviens encore, le premier jour, je préparais mon compte et je m'étais maquillée. Et je prenais une photo. Et mon beau-père sortait de chez moi et il m'a vue. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais maquillée comme ça? Tu vas où? Et là, j'ai dit, je suis en train de créer une entreprise. Oh non, mais toi, t'es vraiment... Il m'a critiqué, il m'a jugé. Ah, waouh. Et du coup, j'étais là. Ok, déjà là, il m'a pas pris au sérieux, pourquoi t'es comme ça? Et du coup, je me suis dit, moi, mes potes, ils vont me voir comme ça, ils vont me dire, mais pourquoi elle parle sur des stories, pourquoi elle fait ça? Alors que je pense que l'entrepreneuriat, c'est limite dans le sang, quand même. Il y a une part, je pense que ça se travaille forcément, mais il y a quelque part en nous, on est peut-être né avec déjà une certaine prédisposition à l'être. Parce que moi, j'ai toujours été cerveau solution. Quelqu'un me dit quelque chose, je trouve facilement la solution. Et je trouve que déjà entreprendre, c'est dans cette idée-là de toujours trouver des solutions. Alors que j'ai des amis qui sont pas du tout comme ça. Et que du coup, pour rentrer dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être possible, mais qui vont peut-être avoir plus de difficultés. Le temps de se faire à cette idée, etc. Et moi, j'ai toujours eu cette prédisposition. Mais comme je n'avais jamais eu l'occasion de le montrer et que j'étais trop timide et et que j'avais honte par-dessus tout de parler, du coup, j'ai jamais rien fait. J'ai toujours été dans mon petit coin comme ça. J'attendais toujours que ce soit les autres qui fassent. Le jour où l'opportunité, entre guillemets, s'est présentée et que j'ai osé l'apprendre et en faire quelque chose, et du coup, c'est vrai que pour mes amis ou ma famille, ça paraissait trop bizarre. Ouais. Et il y en a plein qui m'ont jugé. Ce que j'entends dans ton témoignage, c'est que cet alter ego que tu as conçu à partir des parties de toi qui étaient un peu enfermées, étriquetées, ça a été empouvoirant pour t'aider à développer ces parts de toi et prendre plus de place. Et à prendre la parole, oser faire des choses que tu n'avais jamais faites avant. Carrément. Là,
je me rends compte vraiment, je suis partie de hyper loin. Parce que déjà, je suis là aujourd'hui. À parler dans un micro, à être filmée. Mais ça, avant, mais jamais de la vie, ça m'arriverait, mais jamais. Moi, j'étais à l'école du genre je préparais tous les exposés, de A à Z, c'est tout moi qui faisais. Au moment de passer à l'oral, tenez, moi je dis juste bonjour. Ah, waouh. Je détestais, je tremblais. C'était vraiment quelque chose ça me mettait vraiment pas du tout à l'aise. À quel point, du coup, tu crois que... Parce que c'est presque comme si tu prenais un personnage de théâtre, tu vois. À quel point est-ce que encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui t'aide? Est-ce que tu en as besoin encore, plus besoin? Je dirais plus que j'en ai besoin, du coup. Mais tu le fais quand même. Parce que j'entends que sur Insta, c'est ça. Oui, je le fais quand même. Plus, pas vraiment. Enfin, en fait, je le fais plus parce que c'est devenu tellement vrai. C'est maintenant, ça a pris... On dirait que mon alter ego que j'ai utilisé au début, aujourd'hui, il est peut-être 90% moi que la petite part qu'au départ, j'avais à 90. En fait, ça soit retourné. Oui, donc tu es devenue cette personne. Je suis devenue cette personne. Et après, oui, le violet ne reste pas ma couleur préférée, mais voilà, quoi. Mais je l'aime quand même. Mais c'est hyper intéressant parce que je me dis pour des personnes qui, comme avant, dans ton cas, osent pas prendre la parole, ont peut-être peur du jugement, etc., ça crée de la distance avec soi, de se dire, je vais pas être moi, je vais jouer un rôle, je vais créer une sorte de personnage, et c'est ça que je vais incarner sur les réseaux. Presque comme si c'était du théâtre. Et j'ai l'impression que ça peut effectivement créer de la distance sur notre ego qui a peur d'être frappé par les mauvais commentaires. Exactement. Moi, je dirais, faut tellement construire ce personnage stratégiquement parlant, justement, en définissant vraiment tout en fonction, bien sûr, en fonction de notre histoire, de nos valeurs déjà de base. C'est des choses qui ne changent pas et que finalement, on l'incarne tellement qui prennent toute la place après. Et on le devient vraiment. Trop intéressant. Est-ce que t'as pas peur parfois, ou déjà est-ce que c'est le cas, d'être prisonnière de cette image du coup? Parce que j'ai eu des conversations avec certaines personnes de notre écosystème qui ont l'impression d'être prisonnières de leur image sur les réseaux et de devoir s'y conformer tout le temps, tu vois. Non. Moi, ça m'est jamais même passé par la tête. Parce que après, ça reste... je dirais pas que là, je joue un rôle pour le coup et que je dois me cloisonner. Là, quand je dis que je ne montre pas certaines choses de ma vie, mais de toute manière, je peux pas tout montrer. Oui. Donc, pour moi, c'est pas grave. Et je montre pas non plus tout que je devrais montrer. Donc, par contre, c'est un choix dans ta journée à la 24 heures. À un moment, je faisais du yoga. Je ne l'ai pas montré, mais comme des fois, je n'ai pas montré autre chose que j'aurais pu montrer. Donc, je ne me force pas non plus. C'est que ça reste quand même quelque chose de très spontané. Et quand les gens me voient, ils le disent. Il y a des gens même qui me disent « T'es encore plus... je ne sais même pas utiliser le mot, mais encore plus rempli d'énergie, en vrai, que sur les réseaux sociaux. » Et en fait, ça dépend beaucoup du moment. Il y a des moments où je vais être en mode excitée, plus, trop contente. Et puis, il y a des moments où je le suis moins. Donc, tout dépend de à quel moment tu me vois. Ouais. Effectivement, entre se voir maintenant, aujourd'hui, à 14h pour un podcast, et se voir à 23h30, minuit, au gala de Geneviève. Voilà. Y compris pour moi, je ne suis pas la même personne avant et après 22h. Après 22h, je suis un peu un zombie qui a besoin de dormir. Je suis plus trop présent, quoi. Mais ouais, c'est hyper intéressant de faire. Parce que je pense que notre cerveau, il a ce truc de remplir les blancs, tu vois. Et les gens qui nous suivent sur Internet, comme tu le dis, on peut pas tout montrer. Même si on voulait, juste le choix des posts, etc. Tu peux pas être en live feed pendant 24 heures, ou alors ce serait vraiment chelou. Et du coup, les gens qui nous suivent, ils vont forcément remplir des blancs pour toutes les infos qu'ils n'ont pas. Et ça... on revient à ce truc des relations qu'on tisse avec les personnes qui sont de l'autre côté de l'écran pour nous qui créons du contenu, mais ça biaise forcément plein de choses. Et il y a les attentes des autres, et il y a nos attentes à nous, et il y a nos moyens et nos ressources disponibles. Enfin bref, je trouve ça vachement intéressant, tous ces enjeux. C'est vrai que je pense que les gens se font aussi tellement une image de nous-mêmes. C'est là où je trouve que
communiquer de manière authentique mais stratégique est importante. Important parce que justement, on est capable de mettre en place des choses en se disant, la personne, quand elle va interpréter cette image que je donne, elle va l'interpréter de cette manière. Quand je disais tout à l'heure les histoires des étiquettes, on en a même parlé déjà ensemble, en fait, je trouve que c'est une bonne chose parfois, si on les utilise de la bonne manière. Si j'ai envie d'être étiqueté quelqu'un de solaire, et voici ce que je montre. Et même dans les espaces un peu blancs, quand je montre rien, les gens ont quand même gardé cette image de moi. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut savoir quelle part on montre et quelle histoire on raconte et tout ça, parce que en fait, on va plus facilement réussir à faire que les gens pensent quelque chose de nous ou ont une image de nous. Moi, je préfère me dire, c'est cette image que je veux avoir, voici ce que je te montre, voici ce que tu vas sûrement comprendre, que de me dire, je montre tout. Et en fait, la personne, elle va avoir n'importe quelle image, mais on va pas le savoir. Et du coup, il y aura pas de... notre communication, elle sera pas tout à fait claire. Et notre univers ne va pas être très remarqué, je pense. C'est trop intéressant. J'essaye d'intégrer ce que tu me dis en même temps en live et de le connecter avec d'autres idées, parce que je trouve que ce qu'on se dit là, ça va à l'encontre de ce mouvement de il faut être brut, il faut tout montrer, il faut... Et que effectivement, quand on montre tout, en fait, on se rend compte que y a aucun d'entre nous qui est un être humain 100% cohérent, en fait. On a des oppositions, on a des trucs qui se contredisent. Et en même temps, c'est là où il y a, je pense, les aspérités qui font que les gens s'accrochent à nos personnalités spécifiques parce qu'il y a des points de rencontre. Parce que même avec ce que tu racontes là, quand on regarde sur les réseaux sociaux, t'es pas une image lisse. Genre, c'est pas... Larissa, elle rentre parfaitement dans les cadres idéaux de ce qu'on a dit. Mais c'est comme si tu avais choisi ce sur quoi tu veux être rugueuse, entre guillemets. Je sais pas si j'arrive à bien affiner cette métaphore, tu vois, mais c'est pas une image lisse et parfaite. Non. C'est une image imparfaite, mais tu as choisi l'imperfection que tu montres, entre guillemets. Exactement. Et par exemple, quand moi j'ai un feed du coup très coloré, je suis quelqu'un du coup... parfois, je dis des gros mots. Parfois, je suis très... je fais des fautes. Mon feed, actuellement parlant, même visuellement parlant, il est très moche. C'est pas quelque chose de très lisse, dans le sens tout est blanc, tout est parfait, tout est très cadré. Non, c'est vraiment ce que... C'est moi, mais du coup, un peu le bordel quand même. C'est mon petit bordel, mais que... je veux que ça soit comme ça. C'est comme le festival de Rio, en fait. Voilà, c'est mon petit bordel, mais je l'ai choisi de cette manière. Je veux que ce soit bordélique. Okay. Je déteste les choses trop lisses, trop parfaites. Le côté Instagram où le feed est tout blanc, les couleurs très nudes. Il y a des gens qui aiment c'est leur choix. C'est leur choix. Moi, ce n'est pas mon choix. Et j'ai pas voulu... Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment ça, en plus. Mais je me suis dit, mais je ne choisis pas ça. Ça pourrait grave fonctionner, mais je préfère être de cette manière. Ouais. Et c'est ça aussi, même si c'était au début pas un personnage, un alter ego, mais quand même, ça, au fond, c'était mes valeurs qui étaient là, c'était quand même ma personnalité qui était là. Ouais. Et c'est intéressant parce que je trouve que du coup, petit à petit, c'est des choses pour lesquelles on te remarque et pour lesquelles on te reconnaît. Et ça devient des marqueurs. On sait que c'est Larissa. J'ai fait un post récemment d'ailleurs sur LinkedIn où il y a des gens qui ont... C'était une photo de toi qu'on avait pris extrait d'un documentaire dans lequel tu étais, qu'on a tourné. Et les gens savaient que c'était toi. Parce que il y avait ton blazer, c'est le même blazer d'ailleurs, je crois, le blazer violet. Et les gens se sont dit, ah mais je sais qui c'est ce blazer violet. Et je trouve ça fou de se dire qu'il y a des choses qui deviennent presque propriétaires pour une certaine catégorie de personnes, parce que bon, voilà, c'est pas n'importe qui voit un blazer violet et qui pense à Larissa, non, c'est une certaine catégorie de personnes. Et je trouve ça incroyable, petit à petit, d'être reconnu et remarqué pour ces choses similaires. La communication, finalement, c'est la répétition. Et c'est un choix personnel, enfin, c'est un choix stratégique que de porter du violet tout le temps et toujours la même chose.
J'ai plusieurs blazers violets. C'est les mêmes ou c'est des différents? C'est des différents, Okay. mais je les mets régulièrement, toujours les mêmes. Oui. Et c'est un choix parce que je sais que les gens, à force de les voir, ils vont se rappeler. Mes musiques que je mets, c'est toujours les mêmes. Selon la situation, je fais une vente, c'est une musique. Le matin, c'est une musique. Quand je parle d'une offre, c'est une musique. Quand je parle de mon événement Festa Solaire, c'est une musique. Et en fait, j'ai mes petites musiques comme toi. Oui. T'as ta musique. Début de masterclass, toujours la même musique. Et maintenant, on l'écoute, on pense à toi. Et donc, finalement, c'est ça aussi, avoir une communication qui est cohérente. C'est toujours les mêmes choses que je montre, mais qui me donnent mon image. J'ai plein de gens qui me disent « Ah, j'ai écouté telle musique, j'ai direct pensé à toi. » Je reçois plein de fois des personnes qui sont dans les magasins et qui m'envoient des photos. « Oh, regarde, j'ai direct pensé à toi. » Mais c'est incroyable. Parce que c'est... Avec ce genre de marqueur-là, tu continues de faire partie de la vie des personnes que tu veux avoir en face de toi, même sans qu'elles soient en lien avec toi. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'être sur Instagram. Je vois un truc violet, je pense à Larissa. Comme tu le dis avec la musique, moi aussi, pour le coup, c'est hyper intéressant parce que moi, c'est très conscient de le faire avec celle-ci, mais toi, tu vas un cran plus loin parce qu'il y en a plusieurs. Et ça fait qu'effectivement, dès que les gens entendent cette musique, on m'envoie souvent des messages de dire « Ah, je pense à Thomas, nanana. » Moi, je pense toujours à toi quand j'écoute. Et c'est hyper puissant, en vrai. Mais oui, t'es quand même dans le quotidien des gens. Ouais. Des fois, je trouve ça incroyable de me dire oh, les gens ont pensé à moi. L'autre fois, on m'a envoyé un message en me disant oh Larissa, tu sais, ce week-end, j'avais trop envie de t'écouter. Du coup, j'ai cherché partout des podcasts, tout est passé. Ah, waouh. Et je me suis dit waouh, les gens ont envie de m'entendre un week-end. C'est dingue. Et en fait, on ne se rend pas compte de la puissance du coup de ce genre d'éléments et de ce qu'on arrive en fait à... De la place qu'on arrive à construire dans la tête des gens parfois. Il y a un autre élément pour lequel je trouve que tu avais été beaucoup remarqué, en tout cas moi j'ai trouvé ça remarquable à l'époque, c'est quand tu as lancé ta formation sur les stories pour la toute première fois. T'es allé tellement loin dans l'incarnation de ton message qu'à ce moment-là, tu as supprimé tous les posts de ton feed Instagram. Et le message derrière, c'était de dire « J'ai sorti une formation pour vous apprendre à communiquer, à vendre en story sur Insta. Je vais vous prouver que ça marche. » Et du coup, tu as supprimé tous les posts de ton feed. Et ça, je me suis dit, ça c'est bold as fuck, quoi. Il y a personne... Enfin, qui oserait faire ça, tu vois, pour prouver ton point. Et ça m'a fait penser à l'époque, et je vais les ressortir là, une phrase de Seth Godin qui parle justement de ce truc de trouver son unicité. Et il dit « Go to the edge ». Donc, c'est quoi l'incarnation la plus totale et complète de ce point-là? Et j'ai l'impression que toi, c'est exactement ce que tu as fait avec cette stratégie. Donc, je suis curieux. Est-ce que tu peux nous partager ta réflexion derrière? Enfin, pourquoi tu es allé aussi loin dans je vais vous prouver que les stories marchent, donc je supprime tous mes posts? En fait, c'était finalement très simple. Parce que quand on voit le tunnel, sur Instagram, on peut construire un tunnel de vente. Et en fait, je pense que les gens, la plupart du temps, ils n'ont pas encore compris quel est le début, quelle est la fin du tunnel. Et en fait, moi, ma stratégie est très simple. Je gagne en visibilité grâce à mes posts sur le feed. Mais ensuite, la connexion et la vente se font via des stories. Moi, ça faisait un an et demi... non, ça faisait 2 ans. On va dire 1 an et demi que je faisais des stories hyper régulièrement. Et j'ai un type de story qui est particulière. Que j'ai mis en place, etc. Donc, les gens, ils kiffaient mes stories. J'avais déjà des gens qui m'ont dit « C'est quand que tu sors une formation ?» J'avais déjà un programme où il y avait des stories dedans. Il y avait plein de gens qui achetaient tout le programme rien que pour ça. Et en fait, je me suis dit « Bon, je vais sortir une formation dédiée. » Je savais que les gens allaient acheter. J'avais pas besoin de visibilité. Donc, j'avais pas besoin des posts du feed puisque les personnes intéressées, elles regardaient tous les jours mes stories. Donc, en fait, c'était juste un truc... Je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça fasse ça? Ouais, c'est trop bien ce qu'elle fait. Mais je ne pensais même pas que ça allait avoir autant d'impact. Parce que ça me paraissait tellement logique. Et pas si... comment dire? Finalement, en fait... C'était pas radical, quoi. C'était pas osé. C'était dans l'ordre des choses pour toi. Oui, et en fait, surtout que les gens me disent, est-ce qu'elle va y arriver? Et en fait, pour moi, c'était osé dans le sens personne n'avait jamais fait ça,
Mais d'un côté, c'était juste sûr que j'allais y arriver. Donc, je prenais pas un gros risque. Hein. Sauf que les gens ont pris ça comme « Ouais, elle a pris des risques de malade !» C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, dans la perception, ça crée ce truc de « Ouais, elle prend un risque, j'ai envie de suivre d'autant plus. Donc, mon attention est encore là. » Alors qu'effectivement, dans une observation froide, rationnelle, dans les faits, il y avait peut-être moins de risques que ça. C'est ça, il n'y avait pas tant de risques, j'avais pas besoin de plus de visibilité, plus de potentielles clientes. J'avais déjà une base hyper chaude qui était prête, du coup, à acheter. Et finalement, c'était bien quand même parce que quand j'ai supprimé, il y a tellement de gens qui ont partagé ça que du coup, les nouvelles personnes qui sont arrivées, la perception de Larissa, elle est trop experte. Enfin, dans le tunnel, la personne, elle est passée de vraiment la première phase à la dernière en une journée, quoi. Oui, parce que directement, elle était convaincue de ta pertinence sur son sujet. Voilà. Il y a un truc que je trouve fascinant là-dedans, c'est ta capacité à capter l'attention des gens. Ce qui est, je pense, une des compétences les plus importantes sur les réseaux sociaux, vu qu'il y a de plus en plus de gens qui communiquent, de plus en plus de contenu. Tout le monde se pose cette question un jour ou l'autre de est-ce que mon secteur est envahi, il y a trop de gens, etc. C'est quoi les trucs que tu as compris, notamment dans cet exemple ou d'autres, sur comment on fait pour capter l'attention des gens, pour qu'ils s'intéressent à ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on apporte? Moi aussi, je trouve que capter l'attention, c'est vraiment le secret pour avoir des résultats. Finalement, on est tellement beaucoup de gens à tellement parler, tellement communiquer, il y a tellement d'informations que du coup, on s'y perd. Et je trouve que de plus en plus, c'est un ras-le-bol. Complètement. J'en ai marre. Oui. Ça me saoule. J'ai pas envie de regarder. Et du coup, finalement, comment faire pour que les gens nous regardent quand même? Il faut leur capter leur attention. Moi, j'essaye de... C'est assez... aussi simple, je dirais. Je parle des choses qu'ils connaissent ou je touche des... J'essaye vraiment de me dire quelle est l'émotion que j'ai envie de faire ressentir. Et comme dans tous les contenus, du coup, moi, je fais plutôt dans les stories parce que c'est ma spécialité, entre guillemets. Mais c'est la même chose quand j'écris une newsletter ou un post sur le feed. Pour moi, c'est un petit jeu. Des fois, je me dis, allez, j'ai envie que ça se passe ça. Et du coup, en fait, je construis tout mon discours autour. Et du coup, quelle est la première phrase que je mets? Qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Et en fait, je réfléchis pour vraiment les garder tout le long et essayer tout le temps d'être là, capter l'attention, jusqu'à arriver à un point où elles disent « Oh là là, je clique sur le lien. Je veux plus. » Mais c'est comme ce que tu racontes avec ce truc de supprimer tous les posts. Il y a un élément déclencheur, comme au début d'une série Netflix. Et t'as envie de savoir ce qui va se passer à la fin. Genre, c'est ça. J'ai supprimé tout d'un coup tous les posts de mon feed, en plus, alors que je suis en plein lancement. Est-ce que je vais réussir? C'est ça. En plus, j'ai dit, venez regarder si j'ai réussi, je veux faire tant d'euros. Oui, et forcément, quand on parle d'argent, ça capte l'attention des gens. C'est ça. Mais il y a vraiment cette idée aussi de faire pas comme tout le monde. La Festa solaire, c'est un truc que j'ai inventé un soir, mais je me disais, bon, qu'est-ce que je vais écrire encore? Et en fait, ça me paraissait hyper simple. Alors mais même fêter l'anniversaire de son entreprise comme tu le fais comme ça, tout le monde ne le fait pas avec un événement gratuit. C'est devenu un truc, quoi. Mais oui, et en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Mais les gens, ils ont tellement aimé. Et je redonne l'exemple. Ça, vraiment, pour la Festa solaire, j'ai jamais voulu que ce soit un événement et tout ça. Je l'ai fait l'année dernière, ça avait bien marché, etc. Et cette année, en fait, je n'allais pas du tout faire ça. Mais je me suis pris tellement en retard que je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais? Et du coup, je reprends le même concept de l'année dernière. Et finalement, là, au gala, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Mais c'est elle qui fait Festa solaire, c'était génial! J'étais là, oh là là, on dirait vraiment un événement! Immense, quoi. Immense! Alors que c'est un Zoom. C'est une masterclass, en fait, comme toutes les autres. Mais comme j'avais créé un concept autour... Et du coup, les gens, ils ont capté, ils ont gardé l'information en tête. Et du coup, maintenant, oui, c'est sûr que ça va être un événement que je vais refaire. Et on revient à cette idée de répétition. Finalement, je l'ai répété 2 fois. En fait, les gens ont gardé l'idée en tête. Et maintenant, si j'en fais plusieurs fois, ça va vraiment être un concept qui m'est relié, quoi. Ouais, trop intéressant. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est, si tu es d'accord,
qu'on retranscrive ces analyses que là on porte sur toi et ta communication, et les gens qui écoutent cet épisode a priori connaissent. Mais si tu es OK de le faire sur moi et sur mon compte, et juste avant de te passer mon téléphone et de te faire défoncer ma communication Instagram en live, et je pense qu'effectivement il y a beaucoup de choses que je pourrais faire bien mieux, je suis curieux de... C'est quoi les mots-clés ou les sujets ou les concepts que tu associes avec moi? Parce que, encore une fois, tu me connais un peu. Je crois que j'ai le privilège de t'avoir connu presque tout au début de ton aventure entrepreneuriale. Donc, ça fait 3 ans à peu près. Donc, ouais, au bout de 3 ans, c'est quoi les mots-clés que tu associes avec moi? On a parlé de cette musique qui est au début de mes masterclass. Je suis curieux dans l'autre sens ce que ça donne. Moi, je dirais que déjà, le consentement. Parce que du coup, tu as créé la formation prospection consentie. Et finalement, je trouve que tu es la première, de mon point de vue, je pense, tu es la première personne à qui j'ai entendu dire ça, de cette manière. On le connaît, l'histoire, le concept en lui-même, derrière, on le connaît. Mais avoir mis ce mot-là, je trouve que du coup, ça t'a grave distingué. Et même des fois, par exemple, j'utilise le terme, et je dis, ça vient de Thomas, tu vois. Oui, c'est devenu propriétaire. C'est devenu ta propriété. Et ça, c'est drôle parce que ça fait que 1 an, ça. C'est l'année dernière qu'on a sorti cette formation. Et j'ai trouvé ça, du coup, trop génial et hyper bien trouvé. Après, le côté aussi authentique, toi, tu dégages vraiment cette... C'est marrant parce qu'il y a quelques temps, j'ai eu une discussion avec Romain sur toi, et je pensais que tout ce que tu avais, c'était très stratégique, justement. Ok. Parce que tout ce que tu envoyais, ça envoyait vraiment l'image que tu as. Je me disais, bah oui, Thomas, il fait ça, en fait. Et cette idée aussi de être toi-même et être aussi engagé, que ce soit dans l'écologie, avec ta veste Patagonia. Toujours aligné. Aligné. Ta boucle d'oreille. C'est toi, quoi, on la voit. Et en fait, t'as cette image, oui, c'est quelqu'un de proche, tu casses un peu le code de la personne en costard ou hyper bien classe, l'entrepreneur qu'on pense que c'est la normalité ou qu'on pense qu'on doit être comme ça parce que ça fait plus sérieux. Je trouve que toi, tu fais pas sérieux, mais que par contre, et là, un autre mot qui te distingue, je pense, c'est à ce côté pédagogique, stratégie pédagogique, expérience pédagogique. Et en fait, quand tu parles, on voit qu'en fait, t'es hyper dans tu rentres dans le détail, t'es hyper profond dans ce que tu racontes. Et du coup, ça fait limite la dissonance entre ton image. Mais ce qui est très bien, parce que du coup, c'est... oui, en fait, je suis comme tout le monde. Mais j'arrive à aller hyper loin et sur des concepts hyper importants. Et ça, j'adore, du coup. Je trouve que c'est... Trop intéressant. C'est toi, tu vois, genre, rentrer dans plein de... vraiment en profondeur sur plein de sujets, tout en étant, super simple. Ouais. C'est hyper intéressant parce que, comme on a mentionné tout à l'heure, cet équilibre entre stratégie et authenticité, sincérité, mon métier de base, c'est la stratégie de marque. Donc, il y a, comme tu l'as dit, évidemment beaucoup de choses qui sont réfléchies dans ma manière de faire. Et effectivement, une des choses qui est réfléchie, c'est essayer de abaisser la perception des gens. Et j'ai lancé un truc récemment où je me filmais en train de faire des trucs juste du quotidien que tout le monde fait, genre me verser mon café ou des conneries comme ça. Et je mettais le hashtag entrepreneur normal. Et ça, c'est à la fois pour des raisons pédagogiques, parce que s'il y a un biais dans la perception des gens envers moi, c'est plus difficile de les aider à faire des choses parce qu'ils se disent si Thomas le fait, c'est parce que Thomas est un être incroyable, si créatif, alors que non, je suis comme toi. Donc si moi j'y arrive, toi aussi. Donc il y a tout un enjeu comme ça, mais il y a aussi un enjeu qui est dans le cadre de l'écosystème. Bordel, le coaching, c'est l'enfer et c'est tellement toxique et les gens utilisent des biais de pouvoir pour faire beaucoup de choses. Et du coup, ça fait partie de essayer de déconstruire ça, de me rendre très très accessible. Donc voilà, il y a une partie qui est là-dedans. Et du coup, une des manières stratégiques de me rendre plus accessible, c'est d'être très transparent, de parler beaucoup de mes difficultés. C'est ce que je fais avec les bilans publics que je fais où je montre tous les chiffres de la boîte, tous ces trucs-là. Et en même temps, ça fait partie de ce qui me rend vivant dans ma communication. Et tu vois, c'est cet équilibre entre c'est stratégique pour des raisons qui sont propres à moi et à l'entreprise, propres à l'écosystème dans lequel on s'insère.
Et en même temps, qu'est-ce que ça me fait du bien de fonctionner comme ça. C'est ça. Trop intéressant. Ce que je te propose, Larissa, si c'était OK, je vais lancer l'enregistrement sur mon téléphone. Et on va regarder mon compte Instagram ensemble. Je vais te donner mon téléphone et je vais prendre le tien pour regarder. J'adore. Et le but, c'est de voir, selon ton image de moi et ce que je viens de te dire sur ma stratégie et ce que je fais, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce que je pourrais mieux faire, pourquoi mon Insta décolle pas par rapport à des gens qui ont des valeurs de merde et qui ont beaucoup plus de visibilité. Donc je te propose de, vas-y, analyse et détruis-moi s'il te plaît. C'était toujours mon rêve de faire ça. Alors, en fait, j'ai déjà plein d'idées en tête, je n'ai même pas besoin de regarder. Là, c'est parfait. Mais essayons de décrire en live ce que tu vois, comme ça les gens qui nous écoutent ou qui regardent la vidéo pourront la voir en même temps. Mais ta bio, du coup, je la trouve sympa, mais peut-être un peu trop simple. Ok. Et justement, je trouve qu'on ne voit pas assez qui tu es. Et cette idée d'expérience pédagogique qui te va tellement, enfin, je sais pas si c'est ta propriété, mais moi, du coup, je vois comme si c'était toi qui avais créé ça. Je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, le terme, à chaque fois, je pense à toi. Parce que là, pour l'instant, la bio, pour les gens qui écoutent, c'est « Je t'aide à créer et développer un business indépendant au service de ta vie et du monde ». Créateur du podcast Young Wild Freelance. Donc, c'est référé. Je ne mentionne absolument pas ce truc d'expérience pédagogique. Après, coach pour indépendant et freelance, je trouve que c'est bien, mais qu'au final, comme on a dit, le coaching est tellement aujourd'hui utilisé partout que je ne sais pas s'il n'y a pas un autre terme à utiliser. Mais ça, je suis d'accord que c'est hyper complexe. C'est une vraie question. Hein. Parce c'est une vraie question. Une des réflexions... Ça te va que je commente au fur et à mesure ? Oui, vas-y. Une des réflexions qu'il y a derrière ça, c'est on comprend et on reconnaît le terme coach. Et effectivement, malheureusement, il y a des connotations très négatives autour de ça. Donc effectivement, peut-être qu'un autre terme, ça serait bien. Et en même temps, est-ce que je perds le fait que les gens comprennent ce que je fais, tu vois ? Voilà. Ou peut-être spécifier le terme coach. Parce que là, ça reste coach indépendant pour indépendant et freelance, ce qui est hyper large. Oui, c'est vrai. Et du coup, est-ce que c'est pas là que tu mettrais le côté expérience pédagogique ? Ou l'engagement écologique, par exemple. Voilà, et que du coup, plutôt coach en bas. Qu'est-ce que je mettrais dans la bio, du coup, à ton sens, à la place de ce qui est plus sur la partie expérientielle de ce qu'on fait ? Je t'ai écrit. Oui. Il y a en fait, toi, tu as vraiment cette idée d'expérience que je trouve hyper intéressante. Contrairement, moi, j'ai déjà fait plein de formations en France et j'ai jamais retrouvé cette idée d'expérience. Et c'est vraiment... on se retrouve... Quand on est dans Surf ou même dans la communauté, c'est un petit cocon, quoi. On est entre nous. Et peut-être que je verrais bien... J'ai vu la bio de quelqu'un... je pense que c'est celle de Geneviève, d'ailleurs. Ou je sais plus, mais en tout cas, c'était écrit quelque chose du genre « Askip, la personne que... » Et tu vois, c'est peut-être mettre un petit côté. Moi, par exemple, dans la bio que j'ai mis dans la commu ou peut-être sur Threads, j'ai dit d'après certaines personnes, je suis la reine des stories. C'est intéressant, ouais. Et tu vois, et du coup, comment les gens me voient, et je l'ai mis un peu sur ça. Et à côté. Après, je trouve que moi, par exemple, c'est quelque chose que je dis toujours à mes clientes et que je le fais aussi, c'est mettre une petite phrase. Donc, ça serait celle-là qui te distingue. Et aussi une petite phrase qui capte l'attention. Moi, par exemple, je mets « Tu risques d'être accro à mes stories ». Et je sais que les gens vont aller regarder. Les stories, du coup, pour voir est-ce que je veux vraiment être accro. Ah, hyper intéressant, ça. Et du coup, comme je publie souvent des stories qui captent bien l'attention, direct, la personne dit « Ah ouais, c'est trop bien ce qu'elle fait ». Donc, peut-être mettre aussi quelque chose qui... un appel ou qui suscite la curiosité, là, après, tu as le podcast. Après, ouais, j'étais en train justement de me dire, est-ce que le fait d'avoir mis créateur du podcast Young Wild Freelance et j'ai identifié le podcast dedans, ça veut dire les gens peuvent cliquer et aller voir le podcast et du coup, presque les gens arrivent sur mon profil et partent direct, en fait. Ça, c'est une erreur que de mettre des hashtags. Bon, là, c'est pas un hashtag, mais après, toi, si c'est vraiment ton... C'est mon média de référence, quoi. Voilà, si c'est ton truc principal, je trouve que c'est intéressant. Mais au final, je pense que les gens, ils peuvent quand même retrouver derrière sur d'autres moyens, par d'autres moyens. Trop intéressant. Sans avoir besoin de cliquer, quoi. Avant qu'on arrive sur les stories et les posts, etc., est-ce qu'on peut quand même parler de ma photo de profil ? J'adore. Par contre, je la mettrai plus près.
Mon visage plus près? Ouais, je la trouve peut-être un peu loin. Ok. Du coup, je n'arrive pas à voir si on voit ta boucle d'oreille. Ah. Tu sais que, du coup, ça, j'ai piqué de toi. Les boucles d'oreilles? Non, mon bob. Ah. Pour le coup, ça, c'est pour ceux et celles qui nous écoutent. J'ai un bob, mais en vrai, j'utilise jamais de bob. C'est vrai. Ça, c'est faux. Dans ta photo de profil, on voit ton bob violet. Et c'est vrai que c'est un truc qui t'a attribué le bob violet, mais t'en portes pas tous les jours, quoi. Non, ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai créé de A à Z, Waouh. mais que finalement est faux, dans le sens où je l'utilise pas tous les jours. Ok. Mais par contre, en fait, pour moi, c'était une façon que les gens se rappellent de moi via les Reels. Et ça a tellement marché que du coup, je l'ai carrément mis dans ma bio. Je l'utilise encore, mais du coup, je l'utilise que pour les contenus. Dans la vraie vie, j'en mets pas tant que ça. Donc, tu me dirais de zoomer plus ma photo de profil et presque de suraccentuer la boucle d'oreille. Ouais, parce que je trouve que ça te caractérise bien. Ok, trop intéressant. Par contre, mon fond rose, on aime. On est ouais, ça, on aime. Super. Très bien. Ça ressort. En fait, ton rose, du coup, oui, c'est aussi, on reconnaît à force, je trouve. Ok, trop bien. Après, les stories à la une. Donc, il y a, catching. Laquelle tu regardes là? Juste déjà okay. de manière générale, peut-être qu'il manque une story où tu te présentes. Et je sais que tu as un storytelling bien rodé. Enfin, en plus, tu t'as fait peut-être, du coup, dans ta story, renvoyer vers tout en autographie, je crois que... Autobiographie, ouais, j'ai fait un article sur mon site. Pour tout te dire, tu le vois d'ailleurs sur les stories à la une. C'est pas mis à jour depuis très longtemps. Il y a EMI 2021, on est en 2024. Ouais, c'est vrai. Les témoignages, c'est les témoignages de ma toute première formation en ligne. Ah oui. Donc, les stories à la une, c'est quelque chose que je n'ai jamais exploité. Ah oui, en plus, c'est en vidéo, les témoignages. Moi, je suis pas fan. Qu'est-ce qu'on met dans les stories à une? C'est comme un parcours de vente. Ok. On commence par mieux connaître la personne. Donc, tu te présentes. Ensuite, tu vas peut-être présenter... moi, j'aime bien mettre mes offres, mais du coup, en fait, je les mets en mode histoire. Et selon l'objectif de la personne. Après, j'essaye de les mettre à la fin. J'essaye de mettre peut-être les témoignages en deux parce que tu te présentes, la personne dit « Ah, elle a l'air cool ». Ensuite, témoignage, les gens disent qu'elle est cool, donc ça confirme encore plus. Et ensuite, du coup, on met les offres. Ce que tu fais, ok. Voilà. Moi, j'aime bien avoir ce parcours. Après, sachant que mes offres, je les mets pas en mode direct. Oui, voici ce que je fais. Clique ici et achète. Voilà, c'est plutôt vraiment un discours et aussi ça permet à la personne ça me permet de montrer mes compétences. Donc, soit on met les offres directes, mais du coup vers la fin, mais on a quand même une story en avant qui montre nos compétences. Ok, donc au final, c'est ce qu'on mettrait sur une page à propos presque, enfin une structure similaire à une structure de site internet, juste dans les stories à la une. C'est ça. Ok. Ce que je fais très très mal du coup. Oui, parce que du coup, speaker, je te reconnais à peine. Bah oui, mais c'est ça. C'est des trucs, regarde, la première story speaker, 30 novembre 2019. Ouais, c'est vrai que ça mérite d'être revu. Ça mérite d'être mis à jour complètement, ouais. Après, toi, tu as 3 posts épinglés. Donc, comment construire un business d'indé, besoin d'aide, voici ce que je te propose, c'est qui Thomas. Donc là, oui, c'est qui, c'est pas mal. Besoin d'aide, je dirais, en fait, après c'est peut-être un choix, mais je trouve que c'est quand même important. Je mets jamais là en fait je trouve que c'est trop direct. Besoin d'aide, voici ce que je te propose. Moi je mets souvent la difficulté avant et en fait comme les gens se reconnaissent dans le message, elles ont envie de voir la suite. Ouais, effectivement, j'essaye d'accrocher. Mon accroche de l'attention ici est moins focalisé sur un truc spécifique pour quelqu'un. Parce que, pour te dire, la construction de ces 3 posts, effectivement, c'est un peu comme ce que tu disais sur les stories à la une. Il y a un post qui est pédagogique, éducatif, pour montrer mon expertise. Un post qui présente notre écosystème de projets et d'offres. Et un post qui est réassurance sur qui je suis. Et celui dont j'étais le moins convaincu, c'est effectivement celui du centre. Après, je trouve ça va parce que ça reste des posts épinglés. Et souvent, c'est ce qu'on s'attend aussi à avoir direct les infos principales. Donc, je trouve que si c'était un post random un peu qu'on a mis, je pense pas qu'il aurait capté beaucoup l'attention. Là, comme ça reste en haut,
bon, les gens, je pense qu'ils ont déjà un peu l'habitude de redescendre vers le bas s'ils veulent pas cette information directe. Ok, donc c'est pas là où j'ai le mieux à gagner, a priori. Après, j'aime bien, je vois que tu as changé d'identité un peu visuelle, mais plutôt dans la construction des posts récemment. Sur les carousels, tu veux dire? J'ai fait un bon effort visuel sur les derniers carousels, surtout les épinglés. J'aime beaucoup. Après, de manière générale, du coup, si on descend sur le feed, un peu comme moi, je trouve que c'est un peu un bordel, mais c'est bien. Je dirais pas que c'est négatif. En fait, je pense que les gens ont trop ce discours, il faut être hyper harmonieux et tout. Mais il y a harmonieux, il y a harmonieux. On peut être harmonieux tout en ayant quelque chose de très fait, voilà, sans tout avoir réfléchi les couleurs, comment elles vont arriver sur le feed, etc. Moi non plus, je fais pas ça, mais tu as toujours le rose qui revient et tout ça, donc ça, c'est bien. Les vidéos. Après, tu fais peu de posts, je trouve. Moi, j'aurais quand même changé les couvertures des Reels pour mettre des titres. Ok. Comme ça, en fait, on voit plus facilement. Là, par exemple... celui-là, la prospection classique et toxique, ben, très bien. Et du coup, celui d'à côté, on ne sait pas de quoi il parle, par Effectivement, exemple. Ni, après, je me vois. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que du coup, là, ce que tu mentionnes, c'est la réflexion de comment tu captes l'attention pour que les gens cliquent sur un visuel particulier. Et je ne sais pas si tu vois celui qui est juste en dessous de la prospection classique et toxique. J'ai choisi un truc où je fais une tête particulière. Tu vois, j'ai les points fermés devant les yeux. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pareil, je dirais pas que j'aurais cliqué dessus. Ok, pas suffisant du coup. Ouais. Hyper intéressant. Moi, je trouve que le titre, en fait, on lit tellement facilement que du coup, pourquoi se priver? Et ça, je pense que c'est important même pour les personnes qui font aujourd'hui un peu la mode de faire les vidéos où on parle. Et c'est plutôt bien du coup parce qu'il y a la légende qui se déroule, mais je trouve que les gens oublient quand même de mettre un titre. Même si c'est face 2 secondes après, mais qu'au moins, direct, est-ce que le sujet va m'intéresser? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui perdent finalement l'attention des gens parce que du départ, on ne savait pas de quoi la personne allait parler. Donc, j'aurais quand même mis tout... Enfin, moi, je mettrais toujours un titre. Ok. Après, si je... Mince. 20 formations business pour le prix d'une seule. Bon, là, c'est un post plus... Effectivement, là, on est biaisé parce qu'il y a eu tous les posts de catching ces 2 dernières semaines, donc c'est pas hyper représentatif de mon contenu de base. Encore que. Après, je prends mes conseils pour tes finances perso d'entrepreneur. Je trouve que c'est un sujet hyper important et que du coup, les gens pourraient être hyper s'intéresser beaucoup. Après, je te connais, donc je sais que toi, t'aimes bien les trucs très longs. Oui. Mais je trouve que t'écris beaucoup quand même. Est-ce que tu trouves que j'aurais tendance à... est-ce que j'aurais intérêt à essayer de réduire cette tendance que j'ai? Parce que c'est effectivement quelque chose qu'on me dit et je trouve que c'est représentatif d'une grande conversation hyper intéressante. On me dit, tes newsletters sont trop longues, je les lis pas, nanana. Mais il y a d'autres gens qui sont ultra fans du fait que je fouille autant les sujets. Et c'est, comme tu dis, naturellement, j'ai envie de fouiller les sujets et d'être complet dans ma pédagogie. Et j'ai toujours eu cette difficulté à me dire, est-ce que je devrais dial it down, genre rétrécir ce truc et me dire, bon, je vais écrire un peu moins, ou l'embrasser complètement, tu vois? Moi, je pense que ça dépend des formats. Je fais partie des personnes qui ne lisent pas ta newsletter. Et c'est OK. Qui ne lisent pas trop ta newsletter parce que, en fait, je suis hyper captée au départ et je lis, mais en fait, à force, je trouve que c'est long. Et du coup, je me dis, je lis plus tard. Mais et finalement, je reviens jamais. Et du coup, ça, c'est... moi, je me dirais, à ta place, peut-être que je ferais 2 types. Peut-être une fois une plus longue, une fois un peu plus courte, essayer de mixer pour que du coup, ça s'adapte peut-être à un peu plus à tous les publics, quoi. OK. À tous les goûts. En tout cas, ça me fait parler de ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur capter l'attention. Même dans des textes longs, ça veut dire que ça devient d'autant plus important de séquencer en captant l'attention pour que on reste, et au moment où ça redescend, on reste. C'est vrai.
Ce qui est pareil sur un de ces carousels qui fait 10 slides et celui que tu as mentionné là, sur la pédagogie, les conseils pour les finances perso, c'est les mêmes slides du début à la fin. Donc effectivement, on capte pas forcément l'attention. C'est ça. Après, moi je pars du principe, tout dépend de comment tu gères ton compte. Moi, par exemple, dans ma stratégie que je gagne de la visibilité via les posts, un post long où je vais expliquer dans le détail des choses, ça m'arrive que très peu. Par contre, ce que j'aime, c'est raconter des histoires dans le feed. Parce que je sais que les histoires, les gens sont captés, donc ils vont lire. Et en fait, après, je fais cette stratégie de renvoyer vers mes stories. Et du coup, en fait, je renvoie vers là où je partage avec plus de détails quelque chose. Donc, peut-être toi, ta newsletter ou un article de blog que tu aurais fait ou même un podcast. Du coup, ce serait vraiment de jouer sur... Ok, là, en fait, je parle à un public qui a pas assez de conscience, qui est peut-être encore trop débutant ou qui n'a pas tous les termes de ce que j'enseigne. Moi, par exemple, je n'utilise pas trop le terme tunnel de vente dans mes posts sur le feed parce que je trouve que ça ne parle pas à tout le monde. Par contre, j'explique que tu ne sais pas vendre, c'est parce que le chemin, il est peut-être pas bon ou comment t'emmènes les choses n'est pas bonne. Si tu as envie d'en savoir plus, aujourd'hui, je t'explique dans le détail comment faire ça. Stories. Dans mes stories, je vais raconter et là, je vais utiliser le terme tunnel de vente. Okay. Mais du coup, est-ce que tes posts, ils meurent pas au bout d'un jour, du coup ? Si quand les gens lisent le post, ils vont vers les stories et ils le lisent une semaine plus tard ? Non, parce que en fait, je suis OK que mes posts n'ont pas une durée de vie longue. N'ont pas une durée de vie longue. Par contre, il y en a plein qui ont une durée de vie longue parce que tellement ils sont engageants que les gens continuent à commenter ou liker, etc. Donc, ils apparaissent sur Explorer. Et en fait, ça répond à mon objectif de visibilité. Oui. Donc, finalement, c'est pas que ils ont Moi, je pense que justement, c'est un post trop long qui est trop expliqué, qui du coup va pas parler à tout le monde, qui va avoir une durée de vie moins importante. Parce que comme il va toucher moins de personnes, et du coup, moins d'engagement, et du coup, l'algorithme ne le montre pas tant que ça. En tout cas, c'est hyper intéressant, je trouve, à la lumière de ce que tu décris comme ta stratégie de visibilité, création d'une connexion avec l'audience et la vente, et que toi, les posts jouent ce rôle de je veux choper de la visibilité grâce à ça, et ensuite le lien il se crée dans mes stories ensemble et je les emmène vers un produit, une page de vente ou quoi. Après il y a des posts aussi, je dis pas qu'il faut que faire des posts justement pour la visibilité, ça m'arrive aussi de faire des posts un peu plus création de liens ou même des posts où je parle de mon offre, mais souvent les posts où je parle de mon offre, j'aime bien les appeler les Kinder c'est les posts Kinder Surprise. C'est quelque chose, les gens n'ont pas du tout idée que je vais parler de mon offre à la fin. Et que du coup, je vais pas... souvent, c'est une petite histoire que je vais raconter. Et du coup, je viens... Et c'est assez court. Mais c'est vraiment comme... J'utilise souvent cet exemple. C'est comme si c'était un discours. Comme il y avait quelqu'un en face de moi et que du coup, chaque slide, c'était une phrase que je disais. Et à la fin, c'est « Ah bah tiens, tu peux retrouver ça dans ma formation. » Et en fait, les gens, ils ont l'impression que je suis en train de leur parler. Et à la fin, « Ah oui, oui, ça m'intéresse du coup. » Donc, c'est pas... Sur le feed, finalement, je parle pas de 3 conseils pour ou comment mettre ça en place. Oui, c'est plutôt comment moi je l'ai mis en place. Donc très story-based. Voilà. Et si c'est mes conseils, c'est voici ta problématique, voici du coup ce que je te propose, mais pour aller plus loin, va par là du coup. Ok, hyper intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de dire sur... Après, du coup, au niveau de tes Reels, moi, j'aime bien, du coup, ta nouvelle stratégie où tu es un peu par... par exemple, là, j'ai un message pour toi où tu marches dans la forêt. C'est le genre de Reels qui aujourd'hui fonctionne plutôt bien. Et ça, j'aime beaucoup. En plus, la police, elle est différente. Du coup, je trouve que ça se voit que c'est toi. Par contre, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu te dire. Putain, mais t'habites dans une super baraque. Tu pourrais faire beaucoup plus quand même. Hein. C'est vrai que j'exploite pas assez mon environnement. Et c'est surtout par manque de temps. Parce que, tu vois, ma stratégie de com, elle a toujours été autour de créer des contenus piliers, comme notre conversation là, et recycler ces contenus pour les distribuer sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est un peu différent ce que tu vois sur mon compte depuis 2 semaines, parce que dans le cadre de l'expérience catching, j'ai fait beaucoup de création
purement orienté pour les réseaux sociaux et donc j'ai plus exploité, comme tu le vois, la forêt à côté de chez moi, la terrasse de ma maison, différents angles dans ma maison et je pourrais le faire beaucoup plus. Ouais. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, ce que je trouve hyper intéressant dans notre conversation là, c'est qu'en fonction de stratégiquement comment on construit l'ensemble de notre écosystème de communication, ça a des implications sur comment on utilise l'outil qu'est Instagram d'une manière peut-être radicalement différente, quoi. Carrément. Mais c'est vrai que du coup, ça... Enfin, moi, par exemple, j'ai l'idée, le Reels, là, toutes ces choses sont 1000 fois plus importantes que ton chiffre d'affaires. Ouais. Celle-là, elle est super. Enfin, l'image, elle est hyper captivante, c'est beau. En plus, du coup, en fait, ça parle tellement de toi, de ton environnement, c'est cette idée de écologie et même de simplicité et de naturel. Donc ça, cool, ouais. Moi, j'habite dans un 28 mètres carrés, donc je suis un peu jalouse. Mais au moins, j'ai mes plantes, tu vois. Mon environnement à ma maison était très chouette. Ouais. Donc, je pense que tu pourrais grave utiliser plus. Et même après, tu as parlé du côté temps. Ce genre de reel, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Ah non, mais clairement. Et mon muscle de création de contenu est tellement développé. Tu vois, tous les reels que j'ai fait pour Catching, là, en vrai, c'est je pose ma caméra, je l'allume, je sais même pas ce que je vais raconter. J'ai juste ma première phrase et en une prise, maximum 2 prises, c'est terminé. Donc, tu vois, genre même les reels où je parle, je suis face cam et tout, nanana, ça m'a pris max, 10 minutes, même pas. Voilà. Donc, tu vois, alors que, oui, en plus, toi, tu as le côté vidéo qui, pour toi, est hyper simple. Et je te l'ai déjà dit, en plus, mais tu as une facilité de schématiser les choses. Et je trouve, par contre, que sur Instagram, il n'y a pas tant de gens. Moi, je le vois sur des posts dans d'autres pays, en anglais ou des choses comme ça, des gens qui utilisent beaucoup les schémas. C'est vrai. Moi, je trouve que toi, ce serait tellement une puissance que de mettre ça en avant sur les réseaux sociaux. Trop intéressant. Voilà. Après, par rapport aux stories, de manière générale, parce que du coup, je vois tes stories souvent, je trouve que du coup, à chaque fois que je te vois souvent en story, mais là encore, c'est chacun sa stratégie et là où tu mets ton attention. Mais c'est dommage, je trouve qu'à chaque fois que tu viennes, que tu sois plus présent, c'est quand tu vends. C'est vrai. En fait, c'est que j'ai du mal à jauger l'intensité. Et c'est vrai que mon intensité sur ma com réseaux sociaux augmente quand je suis en période de lancement ou de choses comme ça. Et comme tu dis, c'est dommage. Et même moi, ça me frustre parce qu'il y a aussi le côté de l'image des gens. Et quand Thomas devait intense, c'est qu'il y a un truc. J'essaye de le faire d'une manière particulière où quand je fais des lancements, j'essaye que tout ne tourne pas autour du lancement. Et ça, c'est peut-être un mot qui n'est pas ressorti tout à l'heure, c'est intéressant, mais que moi, j'essaye de mettre stratégiquement dans ce que je veux que les gens pensent de moi, qui est la générosité. Oui. Donc, ce que j'essaie de faire tout le temps dans mes lancements, c'est comme je sais que je vais être beaucoup plus intense, je vais donner vraiment beaucoup. Et là, par exemple, pour Catching, en vrai, j'ai vendu de manière très intensive pendant 2 semaines, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était trop beau de te voir autant engagé. C'est pas le cas de tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui ont été frustrés, qui n'ont pas aimé, tu vois. Mais c'est dur de trouver cet équilibre parce qu'effectivement, je peux pas passer mon temps à être aussi intense tout le temps sur les réseaux parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à gérer dans la boîte. Après, je dirais pas que c'est plus dans le côté c'est négatif que de parler tout le temps de son offre. Parce que moi, par exemple, c'est toutes les semaines. Enfin, voire tous les jours. Mais du coup, en fait, je pense que tu pourrais exploiter plus, même sur des choses qui ne prennent pas tant de temps que ça. Parce que moi, je fais partie de la commu. On fait des événements tout le temps. C'est dommage que du coup, t'en parles pas. Et par exemple, quand on fait des séminaires, là, je sais qu'il y en a eu un ce week-end. Je n'ai jamais entendu parler. Non, si c'était pas dans mon agenda, je le saurais pas. Ouais. Et du coup, peut-être qu'il y a des choses que tu pourrais peut-être exploiter même du quotidien, mais juste dire il se passe ça, mais tout encore une fois en créant un discours et pas juste venir en disant de manière trop directe. Coucou, il y a ça. Coucou, vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Et du coup. Et alors que moi aussi, pendant des périodes où je suis en mode lancement, oui, tu parles tout le temps de ton offre et plutôt de manière plus directe. Mais il y a d'autres moments où on peut parler de manière indirecte et que ça fasse toujours effet et que même, en fait, on puisse vendre peut-être, je sais pas, justement, en vue d'un lancement, mettre
une liste d'attente ou renvoyer vers le podcast ou vers la newsletter. Et je sais qu'en plus, toi, comme tu vas très loin dans les sujets, tu vois, ça pourrait être trop bien. Moi, j'utilise le terme dans ma formation de lacune. C'est quand on ouvre il y a une information, donc un trou dans ta tête, et que tu as besoin de connaître la suite. Et tu vois, tu pourrais trop utiliser cette stratégie que soit dans tes posts, tu ouvres toujours une lacune qui renvoie vers ton contenu pilier, ou du coup de tes stories, tu ouvres la lacune, mais du coup tu réponds à la lacune que dans ton contenu plus fort. Tu ouvres une boîte et on la referme pas dans le contenu sur le post, mais c'est inscris-toi pour lire la newsletter cette semaine, je vais répondre à cette question. Okay. Exactement. Moi, par exemple, avec l'exemple de la newsletter, la semaine dernière, j'ai écrit une newsletter, j'ai capté l'attention en mettant un petit titre sympa. Il s'est passé ça. Voici pourquoi, etc. Enfin, pourquoi de manière très simple. Et du coup, je disais, là, je vais le dire, je vais vraiment décrire toute la situation dans ma newsletter. Si tu veux t'inscrire, elle part demain. Et du coup, les gens, ils ont envie de connaître la suite. Donc ils s'inscrivent. Super intéressant. C'est quoi, selon toi, du coup, en regardant mon compte, les 3 trucs les plus importants ou le truc le plus important que je pourrais faire? On quitte ce studio. La recommandation principale que je pourrais améliorer et que d'autres, du coup, en regardant ou en écoutant, pourraient améliorer aussi. Déjà, je dirais vraiment affirme encore plus ton environnement ou construire encore. En fait, tu as déjà un univers qui est hyper construit, mais peut-être pas assez sur Insta. Et moi, ça me choque parce que du coup, je me dis, je parle toujours de toi. En plus, j'ai déjà fait tes formations, etc. Par exemple, des fois, je le dis à mes clientes. J'ai fait avec Thomas. Et du coup, elle dit, mais c'est qui Thomas? Je suis là. Comment ça, tu ne sais pas? Comment ça, tu sais pas qui est Thomas? Pour moi, c'est... Et en fait, du coup, je me rends compte, mais oui, en fait, il n'est pas assez sur les réseaux, et alors que c'est là où les gens sont le plus. Et en plus, tu as un univers tellement fort que je trouve que ça pourrait encore plus marquer les esprits. Peut-être qu'en fait, il y a des gens qui t'ont vu, mais qui n'ont pas associé à quelque chose. Après, ce serait du coup, peut-être, créer du coup ce schéma ou le chemin plus clair pour toi et du coup pour que les gens puissent le suivre de la meilleure manière. Notamment dans les stories à la une. Dans les stories, tu vois, ou qu'est-ce que tu en fais de tes posts, qu'est-ce que tu attends vraiment de tes posts et de tes stories, du coup, est-ce que tu emmènes les gens suite à ça. Et après, le troisième, ce serait peut-être, comme on a dit, avoir cette régularité ou trouver du coup une intensité qui te convient. Tu vas peut-être pousser un peu plus quand tu es en vente, mais du coup être quand même là pour faire des rappels, ou ça revient à quand même intensifier ton univers, ou le faire apparaître tout court d'ailleurs. Parce que du coup, en fait, plus tu vas montrer du quotidien, plus en fait on va voir ton univers, et puis finalement tout se fluidifie plus facilement. Je dirais ça. Trop bien. Ce que je retiens, c'est être encore plus radical dans incarner qui je suis et le montrer. Et surtout le montrer. Oui, je pense que l'incarner, ça va. Le rythme, trouver un rythme plus équilibré qui me permet d'avoir une présence qui montre ça, pas que pendant les lancements. Et clarifier le chemin et le rôle de Instagram dans ma com au sens général. En plus, je trouve que tu es hyper réactive. Par exemple, dans la commu. En fait, il y a tellement de choses qui se passent dans cette communauté, mais que les gens ne sont pas au courant. Non. Et du coup, en plus, tu es réactive, tu réponds, etc. Donc, tu pourrais Moi, une chose qui m'aide beaucoup, c'est quand on me pose des questions. En fait, c'est trop simple que les gens te posent des questions, tu as juste à y répondre, donc tu réfléchis même pas. Et là, en fait, tu as tous les jours plein de questions, plein de choses. Et en fait, tu pourrais juste un jour dire, celle-là, je la prends et je la partage sur Instagram. Et du coup, tu racontes un petit peu ce qui s'est passé, comment tu as répondu. Rien que ça, ça pourrait déjà trop être intéressant pour toi, je pense. Trop bien. Ce que j'adore dans ce qui vient de se passer, et merci pour cette analyse, j'espère que ça vous a parlé aux gens qui nous regardent et nous écoutent aussi, c'est à quel point y a pas de... Ça déconstruit, je trouve, un truc qu'on peut se créer dans nos têtes de la hiérarchie entre toi, moi. Tu vois, ça fait
depuis 2016, donc ça fait presque 8 ans que je suis à mon compte. Toi, 3. On pourrait se raconter, Thomas a plus d'expérience que Larissa. T'as fait beaucoup de mes programmes. On pourrait se raconter que Thomas a plus d'expérience que Larissa. Enfin bref, et là, ça déconstruit ce truc de me dire, en fait, t'as, au fil du temps, développé une expertise super pointue et précise, qui n'est pas la même que la mienne, même si, bien sûr, il y a certains codes de ce que tu racontes que je maîtrise, mais je les ai incarnés de manière beaucoup moins pointue. Et je trouve que ça représente quelque chose qui est hyper important à mes yeux et que tu sais et tu sens pour être dans la communauté, qui est l'interdépendance et le fait que tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice. Et c'était important pour moi, au travers de cet exercice, de nommer ça, parce que y a tellement d'endroits où tu as un regard ultra précieux et pointu que je ne peux pas avoir sur moi-même, et vice-versa. Ouais. Il y a aussi une idée que moi, ça m'a beaucoup aidé que d'avoir cette pensée. C'est qu'en fait, on n'est pas plus ou moins que n'importe qui d'autre. On est tous à égalité, on a tous des compétences, des connaissances ou des vécus qui ont fait que du coup, on a développé des choses différentes. Et en fait, au départ, je pense que quand on se lance, on a trop cette idée. On met certaines personnes dans un piédestal, on se voit tellement loin d'elles que du coup, on n'ose pas parler, poser des questions ou s'entraider. Alors que moi, quand j'ai commencé à me dire, mais en fait, pourquoi tu te rabaisses alors qu'en fait, tu peux aider quelqu'un sur ce sujet. C'est pas parce que, comme tu as dit, tu as plus d'expérience, parce qu'il s'est lancé depuis plus longtemps ou qu'il a plus de résultats que toi aujourd'hui, qu'en fait, t'es une merde. Non, t'as ton histoire, t'as sûrement des compétences qui sont différentes, d'une manière de voir les choses qui est différente, et ça compte quand même, ça a de la valeur quand même. Donc, quand j'ai commencé à voir tout le monde de la même manière, sur le même piédestal que moi, en fait, les choses sont allées de manière beaucoup plus fluide. Ouais. Et j'ai arrêté de me mettre une pression qu'au début on se met, et en fait, on se auto-sabote tout le temps. Ouais. À cause de ça. Et moi, vraiment, ce changement d'image dans ma tête m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Trop intéressant. Et je pense que c'est d'autant plus intéressant à la lumière de ton parcours ces dernières années, notamment cette dernière année. Tout à l'heure, j'ai mentionné le lancement de ta formation Story et j'ai l'impression, tu me diras si c'est le cas, mais j'ai l'impression que depuis ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui sont accélérées pour toi. Et je pense que cette dernière année... tu as une croissance incroyable de chiffre d'affaires, de nombre de clients, de visibilité aussi qui vont avec. Il y a beaucoup de choses qui... Tu vois, comme s'il y a une porte qui s'était ouverte et il y a eu un appel d'air. Et je pense que c'est hyper important de se souvenir aussi de ce que tu viens de mentionner là, que du coup, c'est pas pour autant que tu es devenue plus importante et plus meilleure que d'autres. Nanana, c'est juste, les résultats de ton entreprise ont évolué. Mais pour autant... c'est pas pour autant que t'es une autre être humaine. Enfin, tu vois, il y a tout ça, quoi. Et surtout, en fait, c'est que les gens, ils s'arrêtent trop au moment où ça a marché. Mais en fait, des stories, je les faisais depuis 2 ans. Donc, quand j'ai lancé la formation, en fait, les gens, j'avais déjà développé une certaine compétence. Donc, normal, en fait. C'était le résultat de 2 ans où j'étais là en mode acharné, j'apprenais, je mettais les choses en place, etc. Et pareil pour la visibilité. Là, j'ai atteint récemment les 10 000 abonnés. C'était un objectif que je m'étais donné dès la première année, que j'ai noté dans mon cahier. Je veux à la fin de cette année avoir 10 000 abonnés parce que ça me paraissait normal. Mais ce n'est pas normal. Et du coup, j'étais déçue. Je me disais, merde, j'ai pas réussi. Mais en fait, tout grandit comme ça, quoi, petit à petit. On peut pas d'un coup... et je pense que c'est même négatif. Je préfère avoir développé petit à petit les choses que d'avoir trop été direct. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je suis incapable de gérer mes messages. Je suis incapable de... Et si j'avais eu ça depuis le départ, moi, j'étais pas préparée au côté négatif, en fait, qu'avoir trop de visibilité peut apporter. Donc, en fait, c'est un travail qu'a fait petit à petit. Et ce qui est marrant... Et c'est vrai que c'est encore une histoire de perception. C'est vrai que les gens vont te percevoir différemment quand tu as atteint 10 000 abonnés. C'est horrible à dire, mais c'est la vérité. Quelqu'un va me faire plus confiance parce que sur mon compte Insta, il y avait 10 000. Ouais. Alors que le lendemain... La veille, quoi. Ouais. La veille, moi, ça s'est fait... j'avais 7 000 abonnés en novembre ou en décembre, je sais pas quoi. Juste après, un mois après, j'avais 10 000. Ouais. Donc, j'ai pris 3 000 abonnés en quelques jours. J'ai pas changé, hein. Je suis pareil.
j'ai pas... Oui, c'est pas pour autant que tes compétences ont changé en l'espace d'un mois, quoi. Et en fait, il y a des résultats qui, certes, pour celui-là, c'est vrai que ça t'apporte quand même quelque chose de... C'est une preuve sociale malgré tout. Mais au final, tu restes la même, tes compétences sont la même. Donc, parfois, on se dit « Ah, mais j'ai pas tel résultat ou quoi ?» Alors qu'en fait, si, tout est en toi, mais il faut juste attendre un petit peu et faire les choses, mettre en place pour que du coup, les résultats arrivent. Et quand ils arrivent, en fait, tu vas voir que finalement, tu auras toujours des galères plus tard. Ouais. Mais c'est fou à quel point c'est ancré en nous, ces trucs-là, parce que avoir ton ascension cette dernière année et demie, je pense, de l'extérieur, on ne se rend pas compte, effectivement, de avant, on ne se rend pas compte des coulisses. Et même pour moi, il y a des moments où je retombe dans la frustration de me dire je mériterais plus, ce que les gens voient de moi sur Internet, c'est pas le reflet de mes compétences. Et tu vois, ça me met presque dans des postures de frustration, alors qu'en vrai, mais qu'est-ce que j'en ai à faire d'avoir 10 000 abonnés ? En vrai, de vrai, j'en ai rien à faire. Mais il y a souvent ce truc où on rentre en comparaison, à se dévaloriser de ce fait, ou à se sentir... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « je mérite plus ». Et moi, c'est souvent quelque chose dans les moments où je suis fatigué, où je suis pas bien. Il y a cette pensée qui revient de « je suis tellement plus méritant », entre guillemets. Et je déteste avoir cette pensée. Parce que ça vient vraiment d'un truc égo et tout. Et du coup, c'est dur, quoi. Enfin voilà, ces sujets-là, même quand on sait, tu vois, je pense que les gens nous écoutent et se disent « oui, rationnellement, je le sais ». Et en même temps, mais émotionnellement... Oui, émotionnellement, parfois, même moi, ça m'arrive de me dire « merde, pourquoi pas moi ?» Ou je suis sûre que je peux faire mieux que ça, ou pourquoi telle personne elle a plus de résultats alors que elle fait n'importe quoi. Ouais, c'est pas bon, c'est dégueulasse. Tout ça. Mais ouais, comme tu dis, je pense que c'est des moments de fatigue et qu'après moi une chose qui m'a beaucoup aidée aussi pour ne plus avoir ce genre de choses en tête, c'est que souvent je me disais bon, là j'ai pas de résultats avec ces gens. Par contre, tout est une question de perception, encore une fois, d'image et de lien de confiance, etc. Et il y a des gens qui sont... Les toutes premières personnes qui sont arrivées sur mon compte, elles m'ont vu d'une galérer, être vraiment... avoir des difficultés sur plein de sujets et tout ça. Par contre, la personne qui vient d'arriver, elle n'a pas vu ça. Donc, elle n'aura pas la même image de moi. Et moi, à chaque fois, ce que je me disais, c'est comment faire pour que les prochaines personnes me voient de telle manière ? Comment faire pour qu'elles voient que je suis hyper experte dans ce que je fais ? Comment faire pour lui montrer que du coup, j'ai les résultats qu'elle voudrait avoir ? Comment faire pour... Et en fait, petit à petit, c'est vrai que les nouvelles personnes qui arrivent, elles ont une perception qui est différente. Ouais. Et du coup, elles me font plus facilement confiance. Et en fait, j'ai arrêté de regarder ce que les gens faisaient. Moi, je suis très peu de gens. Enfin, là, je suis même beaucoup. J'enlève de tout le temps. Mais en fait, je suis pas beaucoup de personnes qui sont concurrents ou avec qui je vais me comparer. Et si ça arrive, j'enlève. Et en fait, la seule chose que je me concentre, c'est comment faire pour que la prochaine personne qui vient, elle me fasse confiance directe. C'est un peu, du coup, la même histoire que pour quand j'ai supprimé les posts de mon feed. Les gens qui ont arrivé me voyaient direct comme quelqu'un en qui ils pourraient avoir confiance et que du coup, dans le tunnel, ils sont avancés super vite. Et là, c'est comme ça que je trouve que je suis allée plus chercher une meilleure version de moi et à me comparer à plutôt hier ou il y a 3 mois et que du coup, je me suis améliorée petit à petit. Ouais, donc ne plus suivre les sources de la comparaison et de ce truc que j'ai pu nommer avant de « ah là là, je mériterais autant que cette personne ». C'est surtout les gens qu'on aime moins, j'ai l'impression, après de qui on a ça. Et donc, juste les supprimer de notre paysage et se concentrer sur nous-mêmes. Quoi. Et du coup, se dire qu'est-ce que moi je fais de bien et comment le montrer, en fait. Et avoir confiance dans ce que je montre. Il y a une phrase que j'adore et qui a vraiment changé un peu ma vision des choses. Je pourrais pas la redire parce que c'est d'un livre qui est hyper ancien, c'est un petit paragraphe, je le partage à toutes mes clientes à chaque fois, mais en gros ça dit que tu dois tellement en fait ça ne sert à rien que d'être, je prends ton exemple de quelqu'un de généreux,
Ça ne sert à rien d'être quelqu'un de généreux si tu ne montres pas ça aux gens et que tu ne l'affirmes pas, et parce que tu peux l'être. Mais si tu n'as pas cette image ou si tu l'incarnes pas assez, les gens vont pas le croire. Et en fait, il faut l'être et faire croire aux gens. Et du coup, moi, j'utilise cette approche pour tout. C'est qu'est-ce que je dis de moi ? Comment je peux le montrer et l'affirmer encore plus ? Comme ça, en fait, je sais que chaque personne qui arrive va me voir de cette manière, il va me faire plus facilement confiance et du coup, va devenir plus facilement ma cliente. Et je joue vraiment le jeu à fond et ça, j'améliore à chaque fois. Et en fait, petit à petit, du coup, tu atteins les résultats que tu espères avoir. Donc, faire le verbe et montrer qu'on a fait le verbe, quoi. Et incarner le verbe. Ouais, et incarner le verbe, oui, effectivement, parce qu'il y a le faire et l'incarner pour de vrai. Il y a un rituel de fin que tu connais, je crois, sur ce podcast, Larissa, qui est basé non pas autour des réponses qu'on peut donner aux gens, et je pense qu'il y a plein de ressources hyper précieuses qu'on a dites dans notre conversation, mais plutôt autour des questions. Et jusqu'à maintenant, je demandais à chaque personne de poser une question aux auditorices. Et ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai récolté les 100 questions qui ont été posées dans les 100 premiers épisodes du podcast pour en faire un jeu de cartes où on peut du coup tirer au sort une question et soit y réfléchir avec, soit créer une conversation avec quelqu'un. Et comme le jeu de cartes n'existe pas encore, j'ai tiré une des questions au sort avant notre conversation pour te la poser. C'est donc une question de Lola Benzazon dans l'épisode 59. Et cette question, c'est: qu'est-ce qui te fait le plus peur dans ton business ? Le temps. Dans ma vie en général, je dirais. J'ai une pression, une angoisse autour du temps qui, je sais pas, ça me frustre. Je trouve que le temps passe trop vite et que on n'arrive pas à suivre, j'arrive pas à suivre et les années avancent et du coup, j'ai pas eu le temps de capter ce qui s'est passé l'année d'avant, qu'en fait, du coup, l'année est déjà finie, la prochaine. Et l'année dernière, j'ai écrit une newsletter sur ça que je vais envoyer du coup cette semaine d'ailleurs. J'ai relu je m'écris toujours une lettre à la fin de l'année pour la relire à la fin de l'année. Et l'année du coup d'avant, je me suis écrit une lettre en disant: je suis trop fière de moi, de ce que je fais, etc. Je suis très contente. Mais qu'est-ce que le temps passe vite et qu'est-ce que je vois rien et qu'est-ce que j'ai peur. Et en fait, cette année, en début d'année, je me suis réécrit une lettre. Et j'ai écrit exactement la même chose. Et en relisant les deux, je dis: ah oui, quand même, là, il y a un problème. Et je sais pas, parfois, j'ai l'impression d'être dans un train et que tout avance et que, en fait, je suis là, je comprends rien. Et ça, dans mon business, c'est la même chose. J'ai l'impression que le temps passe trop vite. Et je sais pas comment faire pour mettre pause, mais des fois, j'ai juste envie de dire: il n'y a pas un bouton quelque part. Pause. Je peux te poser une question là-dessus pour approfondir ? Est-ce que... parce que je pense qu'on peut tout avoir ce truc à différents niveaux. Je pense à des parents, par exemple, qui pourraient se dire: oh là là, le temps passe trop vite. J'ai pas le temps de voir mes enfants grandir. Et moi, ce que j'entends là-dedans, c'est que souvent, on est sous une influence de voici comment tu devrais utiliser ton temps, vs comment je veux utiliser mon temps. Est-ce que tu as l'impression que c'est ça qui se joue pour toi ? Que tu utilises ton temps d'une manière qui est différente de celle que tu voudrais vraiment ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Je sais même pas trop expliquer, mais moi, j'ai une mémoire horrible. Vraiment, j'oublie tout. Et en fait, il y a cette idée que j'ai peur d'oublier ce qui m'arrive. Et de me dire: merde... demain je sais plus ce que j'ai fait, demain je saurai plus ce que j'ai fait aujourd'hui, et en fait où est-ce que je garde tout ça et mes souvenirs ils sont où là-dedans? Et je pense que c'est surtout ça qui m'angoisse, c'est de pas me rendre compte que le temps passe et ne pas m'en souvenir de ce qui s'est passé et de me dire plus tard je vais dire quoi, tu vois. Et des fois j'ai envie en fait d'écrire les choses pour garder une trace et pouvoir y revenir, mais bon, après je le fais pas, mais je devrais quand même. Je pense que c'est ça qui m'angoisse, c'est de me dire: mince, est-ce que j'ai vraiment vécu ce que j'avais envie de vivre, et est-ce que je me souviens des choses que j'ai vécues? Ouais. T'as pas envie de te réveiller à 80 ans et de pas te souvenir de ta vie, quoi. C'est ça. Quelle question, toi, on va pouvoir mettre une question dans le jeu de cartes.
quelle question tu as envie de mettre dans le jeu de cartes que quelqu'un pourra piocher d'ici un moment et se poser cette question? Bonne question. Alors, attends que je réfléchisse. Tu as tout le temps au monde. Je dirais... je vais garder cette idée de souvenir. Et peut-être, quel est le souvenir que tu aimerais laisser? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi à la fin? Et enfin, quand tu seras plus là, quoi. Et la marque que tu aimerais laisser ton empreinte dans le monde, ce serait laquelle? Et du coup, ça reviendrait à dire, qu'est-ce que tu fais de ton travail, de ta vie, quoi? Merci Larissa pour cette question. Avec plaisir. Si les gens veulent y répondre, suivre ton travail, discuter avec toi, te retrouver quelque part sur Internet ou dans le monde, où est-ce que je les envoie? Sur Instagram, je crois. J'ai l'impression. Je crois que c'est la réponse logique après tout ce qu'on s'est dit. Je crois. Ok, et c'est Larissa Lorenzoni. Larissa Lorenzoni, petit trait du bas, la fille au bob violet. Je pense que vous reconnaîtrez. Vous saurez quand vous êtes arrivé. C'est ça. Merci beaucoup Larissa pour Merci à toi. tout ça. Bye.